OK, maintenant, on va parler spécifiquement du traitement du cancer du sein, de prévention, diagnostic et puis traitement. Franchement, ça, c'est le plus important de toutes les formations à cause de ça, c'est le plus spécifique. Si on fait ça plus tard, on peut revenir pour parler du cancer colorectal et tous les autres. Mais pour maintenant, comme on va commencer avec le cancer du sein, ça c'est le plus important. Et puis comme on a parlé, ça c'est la deuxième cause de mortalité du cancer dans les femmes haïtiennes. En maîtriser l'approche épidémiologique, on doit connaître les méthodes, les approches nécessaires de dépistage du cancer du sein, reconnaître les signes et symptômes, suivre la procédure de diagnostic et puis décider de voir les classes de chaque cancer du sein. Et il y a 1,5 million de nouveaux cas dans le monde et presque moitié million de morts chaque année dans tout le monde. Okay? Ça, c'est probablement une estimation trop bas à cause du manque de chiffres dans un pays comme Haïti. Il n'y a pas de chiffres sur ça. Et 23% sont nouveaux cancers diagnostiqués dans la femme. C'est 23% de tous les cancers dans les femmes. C'est presque c'est en beaucoup quantité, très rare dans les hommes. Et puis dans les pays avec ressources comme les États-Unis en France, les survies à 5 ans, c'est plus que 80%. Mais ça veut dire, on parle de ça déjà, que les cas viennent dans le stade 1 et 2. Ouais. Dans les États-Unis, plus que 80% viennent dans le stade 1 et 2. Ici en Haïti, plus que 80% viennent dans le stade 3 et 4. Okay? C'est pour ça la différence de survie ici aux États-Unis. Ce n'est pas franchement un manque de ressources du traitement. C'est un manque de sensibilisation, c'est un manque de médecins qui peuvent traiter, c'est un manque de l'hôpital qui peut utiliser les chimios. C'est pour ça que nous sommes ici. Parce qu'il n'y a pas de besoin d'un nouveau centre pour donner chimio. Nous avons juste besoin d'une chaise, une patiente, une infirmière et un médecin. Et puis on peut commencer le traitement. Et après, quand nous avons le traitement disponible, on peut commencer les sensibilisations. La majorité ici, 85% sont carcinome canélaire. Ça, c'est même dans notre donnée dans les PowerPoints. Et 75% des patients ont un antécédent familial. C'est plus difficile en Haïti parce que les femmes de notre grand-mère, notre mère, ils ont mouru à 50 ans ou bien 55 ans à cause de quelque autre chose. Et puis c'est difficile pour savoir s'il va développer le cancer du sein quand il a eu 75 ans, par exemple. Oui. Mais plus ou moins, c'est probablement la même chose. Mais les patients ne connaissent pas parce que la famille a mouru, la mère a mouru, ma tante a mouru pendant l'accouchement, par exemple. C'est plus difficile. Mais le facteur de risque, c'est l'âge, c'est toujours l'âge, et le nombre de familles affectées, le nombre de membres de famille qui sont cancer du sein, présence de cancer du ovaire et présence de cancer du sein masculin. Ça veut dire que le patient avec deux parents du premier degré, ça veut dire le premier degré c'est la sœur, la mère, la grand-mère, la tante. OK? Ce n'est pas la cousine. Okay? C'est juste le premier degré. Il y a deux membres de famille avec cancer du sein. Je dois penser à une cause génétique. Okay? Mais les États-Unis sont responsables de 5 jusqu'à 10% de cas de cancer du sein. On a eu une étude ici en Haïti, 8% des patients ont eu BRCA1 ou bien BRCA2. À les États-Unis, ça c'est les femmes noires. Les États-Unis, c'est 5%. Et les femmes blanches, les États-Unis, c'est 3%.
Et puis, on a eu un échantillon très petit, mais ça peut dire que le cas génétique en Haïti sont plus élevés que les États-Unis. So, il y a le BRCA1 et le BRCA2 sont le gène principal pour le plus reconnu du cancer du sein ou bien cancer des ovaires aussi. Le BRCA1 c'est le plus commun, le BRCA2 c'est le deuxième. 55 jusqu'à 80% de les femmes avec ce gène va développer un cancer du sein ou bien cancer du ovaire. OK? Dans la vie. So, il peut développer aussi cancer du côlon et les hommes avec une de les gènes de la mutation pour développer un cancer du prostate ou côlon aussi. Ils développent le cancer très tôt dans les années 30, OK, par exemple. Et, bon, on a parlé de l'épidémiologie spécifiquement d'Haïti. Ça, c'est notre donnée. La grande majorité, comme parlait, sont carcinome canélaire. 45% sur le grade 3. Ça veut dire que on a parlé de le grade, le 1, 2, 3 sur le grade, c'est l'agressivité génétiquement de la tumeur. Le stade où la tumeur est dans le corps. Mais le grade, c'est une chose génétique. C'est une chose dans les caractéristiques de chaque tumeur. C'est le grade 3, le plus agressif, sont 54%. Les États-Unis, c'est environ 35%. Et puis peut-être encore, nous avons un cancer plus agressif génétiquement. Okay, ça, c'est possible. Et puis selon notre donnée, c'est comme ça. Et 55% sont RI positifs, ça veut dire récepteur estrogène positif. Et ça, c'est le sensible sur tamoxifène. Normalement, ça, c'est les femmes plus âgées. Et puis, normalement, ça, c'est le cancer plus facile pour traiter. OK? Ils sont plus sensibles pour le chimio, normalement, moins agressifs, et puis plus traitables avec le tamoxifène. À l'États-Unis, il y a 170% RI positif. Et puis encore, on voit la tumeur génétiquement de la femme haïtienne, c'est plus agressif. Okay? So, moins sensible sur l'estrogène. 36% HER2 positif, ça c'est notre changement génétique. À l'États-Unis, il y a le traitement trastuzumab ou bien Herceptine. Ce n'est pas disponible ici à Haïti à cause du prix de $1,000 chaque dose. $1,000 américains chaque dose, au minimum 9 doses. À l'États-Unis, le pourcentage de HER2 positif, les femmes blanches, c'est 10-15%. Les femmes noires, c'est 15 jusqu'à 25%. En tout cas, notre taux de HER2 positif, c'est plus haut. Et puis encore, sans le trastuzumab, sans le médicament spécial qui traitait cette mutation, ça c'est plus agressif aussi. Okay? Et puis 26% sont triple négatifs. Ça veut dire récepteur estrogène négatif, récepteur progestérone négatif et récepteur HER2 négatif. Encore, ça c'est un signe d'un cancer plus agressif. Et à l'États-Unis, encore, ça c'est environ 15%. So, dans toutes ces données, on peut voir génétiquement la caractéristique de la tumeur chez les femmes haïtiennes, c'est plus agressif, moins traitable. Même on a eu le Herceptine pour traiter, c'est toujours un problème pour traiter les triples négatifs et toujours on a problème pour traiter le pourcentage des femmes avec le récepteur estrogène positif. OK? Il y a des questions sur ça pour le moment. On va réviser ça toujours. OK? Mais ça, c'est très important pour savoir. Et puis, on combat. Il y a deux choses dans la lutte contre le cancer du sein ici. Premièrement, c'est la sensibilisation. Les femmes viennent dans le stade 3 ou 4. Mais ça, c'est une chose socio-économique. Ça, c'est manque d'éducation, manque de sensibilisation, problème de stigma contre le cancer, stigma contre la femme. Ça, c'est le stade. Mais si on parle de le grade, on parle de la chose génétique. Ça, c'est une autre chose qu'on doit combattre contre en Haïti. Sur le facteur de risque,
pour le cancer du sein. On doit parler de ça. Franchement, c'est pas possible pour changer les facteurs de risque, sauf le tabacisme, l'alcool, l'obésité. Ça, c'est pour tous les cancers. Quitter fumer, quitter boire l'alcool, perdre du poids. Ça, c'est simple. Mais quand on parle spécifiquement pour le cancer du sein, pas d'enfant. C'est difficile pour dire pour une femme, tu dois faire un enfant juste pour diminuer le risque pour le cancer du sein. Même d'avoir la première grossesse tardive. On parle ici des femmes ou les enfants qui ont les enfants de 15 jusqu'à 20 ans. C'est mieux si les femmes ont les enfants à 25, 30 ans, 35 ans. La prise de contraceptifs oral, ça peut augmenter un petit peu le risque de cancer du sein à cause de l'estrogène. Tout ça, les traitements hormonaux substitutifs après la ménopause, c'est pas très commun ici. Et puis, c'est pas juste, c'est la ménarchie bonnet et la ménopause avancée qui cause, la ménopause prolongée, on peut dire, des années 50. Ça veut dire que le temps que la femme est exposée à l'estrogène qui augmente le risque. Okay, on peut toujours penser sur ça. Première grossesse tardive, ça c'est estrogène qui marche jusqu'à la première grossesse. Prise de contraceptifs, estrogène, prise d'estrogène, pas d'enfant. Okay, les ménarchies bonnet, la ménopause tardive. Okay, tous les deux, ça c'est prolongement de l'exposure de estrogène. Okay, on doit penser sur ça. C'est pas franchement une chose qu'on peut changer, mais ça élever le risque de suspicion. L'allaitement prolongé diminue le risque. Okay? Pour la même chose, parce que quand on donne le sein pour les enfants, on fait l'allaitement, ça diminue le niveau d'estrogène dans le corps. Okay? Tout ça, c'est géré par l'estrogène. On peut voir le risque pour développer cancer du sein dans les années 20, type les années 30, jusqu'à les années 60, les années 70, presque 4%. Dans la vie, dans les États-Unis, 1 dans chaque 8 femmes va développer cancer du sein. OK, mais ça présumé la vie qui durait jusqu'à 80. Ouais. Mais tu vois, même si la mortalité moyenne des femmes meurt à 61 ans, on va avoir environ 7-8% de la femme qui va développer cancer du sein. Ça c'est 1 dans chaque 12 femmes. Très commun toujours. Et puis si Haïti a 5 millions de femmes, pardon, nous sommes un pays de 10 millions, 5 millions de femmes, et 1 de chaque 12 femmes va développer cancer du sein. Tu vois, on va avoir une épidémiologie qui est très grande, plus qu'on vive plus long. Ouais. Incidence varie avec les races. C'est toujours difficile parce que les races ethnicité à les États-Unis est toujours impliquée avec les choses socio-économiques aussi. Et puis on peut savoir ces chiffres, on peut étudier ces chiffres, mais toujours mettre dans le set, toujours il y a le niveau socio-économique bas qui est associé avec cancer du sein aussi. Okay? Mais dans toutes les races, il y a une incidence de 127 et puis c'est plus ou moins un petit peu bas pour les Africains-Américains et puis un petit peu plus pour les Asiens. Les États-Unis, il faut étudier un petit peu l'histoire du traitement du cancer du sein pour savoir où nous sommes maintenant à les États-Unis et où nous sommes maintenant à Haïti. On a amélioré les structures du soin de santé à les années 50. Et puis la mortalité, on va
voir ça, je pense, après, oui. Que la mortalité a diminué avant, aux États-Unis, avant, on a eu chimiothérapie. Avant, on a utilisé radiothérapie. OK? C'était la sensibilisation pour détecter et puis pour faire l'opération. C'était l'infrastructure du soin de santé générale. On a utilisé vaccins, antibiotiques. Et puis, la mortalité du cancer du sein a tombé. Et franchement, ça, c'était avant on a eu chimiothérapie. OK? Ce n'est pas seulement chimiothérapie qu'on a besoin ici. On a besoin de plus d'infrastructures de santé publique pour trouver le cas plus bonnet. Tu vois, 0.42 jusqu'à 0.27. Ça, c'est presque 50% de diminution de la mortalité. Sans traitement, juste à cause de sensibilisation, juste à cause de santé publique. OK? Après, on a commencé le dépistage par mammographie. OK? Ça ne rentre pas dans la mammographie. C'est pour ça qu'on parle d'autopalpation. On parle de dépistage au niveau communauté. Après, on peut parler de mammographie. Donc, même si c'est disponible, on doit encourager toutes les femmes pour faire autopalpation avant d'encourager toutes les femmes pour faire mammographie, franchement. Et puis, on a commencé pour utiliser la chimiothérapie, la thérapie hormonale, et puis la mortalité a diminué encore. Mais tu vois, ça c'était 0.15%. Tu vois, la mortalité a diminué plus ici, passé ici. Ça, c'est très important pour reconnaître, à cause de nous sommes un pays qui manque plusieurs choses de ressources, mais ne manque pas les forces de la communauté. Ça, c'est Haïti est très fort dans la communauté, dans les églises, dans les systèmes, les combits. Tout ça, on doit pousser pour faire la sensibilisation. Oui, Doc. La mortalité diminue, mais l'incidence. OK, so la mortalité a diminué, mais l'incidence a augmenté. Et vrai, pourquoi? On a diagnostiqué plus cas à cause des mammographies. Ça, c'est une controverse aux États-Unis parce que, tu vois, ça, c'est le taux de mortalité. Ça, c'est le temps. OK? Ça, c'est, on commence ici pour recommander autopalpation aux États-Unis. Ça, c'est la mortalité. Ça, c'est l'incidence. On peut voir, la mortalité ne change pas. Le taux de mortalité en général ne change pas, mais l'incidence a monté. Ça veut dire que la mortalité a diminué dans la quantité de femmes qui sont diagnostiquées. Est-ce qu'on a sauvé plusieurs vies ou bien on a juste trouvé plusieurs cas de cancer qui ne tuaient pas les femmes? Il y a la possibilité parce qu'il y a le ductal carcinoma in situ, DCIS, le carcinome ductal canalaire in situ. Est-ce que ça c'est un cancer ou pas? Est-ce que ça va développer un cancer ou pas? On ne sait pas, mais on a commencé pour faire autopalpation. On a commencé mammographie et puis l'incidence a augmenté. On a commencé les chimiothérapies ici, mais tu vois, la mortalité ne change pas. Et puis l'incidence toujours montée. Parce que maintenant, en États-Unis, on utilise MRI pour chercher. On utilise plus sonographie. Et puis on détecte plus cancer ou bien on détecte plus carcinome canalaire in situ. Je ne sais pas si on sauve plus de vie. Ça, c'est une question qu'on doit continuer pour étudier. Mais le plus important pour Haïti, c'est le cancer du sein est guérissable, mais seulement si on détecte quand la maladie est confinée au sein ou à la ganglion lymphatique axillaire. OK? Si on parle d'un patient sans radiothérapie, OK? Si toutes les maladies évidentes dans le sein et axillaire pourraient être enlevées chirurgicalement,
on peut donner la chimio néoadjuvante, ça veut dire chimio avant l'opération, ou bien adjuvante, chimio après l'opération, pour faire le chirurgien pour enlever complètement, chirurgicalement, tous les tumeurs. So, c'est pas comme on manque plusieurs choses ici à Haïti pour trouver cas de cancer guérissable. Il y a juste le manque de sensibilisation et le manque de chemin facile pour les patients dans le système médical, franchement. Parce que parfois, il y a le médecin qui réfère ici, réfère là, il fait biopsie, il attend 6 mois. C'est plus difficile. So, on doit parler de dépistage. Et la mammographie, ce n'est pas une option à cause du rhésus, mais franchement, ce n'est pas nécessaire maintenant. Parce qu'on parle du stade 3 et 4, ça c'est une tumeur de 5 cm. 5 cm. Et puis, on n'a pas besoin de mammographie pour détecter une tumeur de 5 cm. 2 cm, ce n'est pas nécessaire. 1 cm peut-être. Okay? Mais c'est la grande majorité, 80%, vient avec une tumeur de 5 cm. Il faut faire l'examen clinique. Il faut encourager l'autopalpation. So, n'importe docteur dans n'importe clinique pour référer, pour encourager les femmes pour faire ça. Les infirmières ont l'obligation pour encourager ça aussi, et les agents de santé. Et c'est pour ça qu'il y a le petit livre pour encourager ça. Il y a la photo de autopalpation on peut montrer pour les femmes. Et puis pour éduquer les familles et les patients du processus. On ne peut pas juste écrire à aller chercher l'hôpital Justinien pour une biopsie. Ils arrivent, le chirurgien n'est pas là aujourd'hui. Ou bien ils sont trop occupés. Il y a plusieurs problèmes dans chaque hôpital, parfois à cause du manque de ressources humaines. Et puis il faut qu'on aide les patients pour gérer les systèmes publics. Bon, on peut voir, ça c'est le cancer très avancé. Le peau d'orange, on peut voir une masse ulcérée. Ça c'est une masse ovule, mais avec l'hyperpigmentation de la peau. Aussi, on va joindre l'adénopathie axillaire. La maladie métastatique, il peut avoir plusieurs symptômes. Le côté plus commun sont les poumons. Il va venir avec manque de faillance respiratoire. Les métastases au foie. Il n'y a pas beaucoup de symptômes, mais il peut avoir une douleur au niveau du foie, il peut avoir une ictérie, métastase dans les os, il juste va avoir une douleur très forte dans le fémur, très fort dans le bassin. Ou bien métastase à cerveau, il va avoir crise, ou bien symptômes focales neurologiques. So, environ 30% de notre femme vient dans le stade 4. 30%. Et ça, c'est le PowerPoint. Et puis peut-être quand on commence ici, ça va être plus élevé jusqu'à en faire plus de sensibilisation. So, on doit toujours commencer créatinine, hémogramme, SGPT, SGOT, INR, ok? Le test de coagulation pour voir les fonctions du foie. La première fois minimum, ok? Le bilirubine aussi. Et puis radiographie du poumon, sonographie du foie. Ok, ça cherche les deux côtés plus communs. Et puis s'il y a la versus, on réfère pour faire un scanner, tête jusqu'à pied, ou bien on peut faire radio des os. Ça dépend des moyens de patient, ça dépend de notre suspicion. Pour moi, je n'ai pas faire radiographie pour toutes les femmes à cause du manque de ressources. Mais c'est juste suspect une métastase aux yeux. Je fais une radiographie pour cette zone. Et, bon, pour diagnostic, c'est pour confirmer le diagnostic pathologique, même il y a les symptômes
clinique, il faut déterminer comment on dit ça? On a dit il faut avoir un diagnostic pathologique avant de commencer le traitement, avant de faire mastectomie, avant de faire chimiothérapie. On peut commencer tamoxifen, thérapie hormonale, avant, mais ça c'est l'unique, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'effets secondaires. Ça c'est une aiguille, on introduit dans le tumeur, et on peut utiliser biopsie guidée par échographie, si ça c'est possible. Même si ça c'est un tumeur de 5 cm, il n'y a pas de besoin pour sonographie. On juste diriger l'aiguille pour le tumeur. C'est ça on fait à Port-au-Prince en général. Pour le tumeur de 1 cm, oui, je réfère pour faire un guidé par échographie. Et comme on a dit déjà, carcinome canalaire c'est 85%. Et puis il y a le carcinome canalaire in situ aussi. Bon, juste pour voir, c'est beaucoup de cellules, c'est beaucoup de nucléaires dans le cancer. Ça, c'est plus pour les pathologistes. On doit classifier dans 3 classifications. Ça, vraiment important, parce que ça décide qu'est-ce qu'on doit faire avec le patient. OK? La maladie précoce, localement avancée, métastatique. À l'États-Unis, on utilise stade 1, 2, 3, 4, et puis on doit spécifier ça pour le patient, mais franchement, c'est plus difficile pour dire exactement le stade à cause du manque de radiologie, manque de scanner. Mais le plus important, c'est pour ce type de catégorie, c'est pour traiter le patient. Maladie précoce, c'est confiné au sein ou le ganglion axillaire, pas d'infiltration de la peau. Ça veut dire que si le patient a la peau d'orange, ça c'est pas une maladie précoce. La taille du tumeur est moins que 5 cm. OK? Et puis les ganglions axillaires ne sont fixes pas. Ça veut dire qu'ils sont mobiles et le chirurgien peut enlever les ganglions si nécessaire. Localement avancé, pas de métastase à distance. On a fait radiographie poumon, ça clair. On a fait sonographie du foie, ça clair. Mais pas d'adénopathie cervicale. Où il peut avoir infiltration localisée dans la peau. Il peut avoir le peau d'orange. Et puis, c'est pas métastatique. Mais le métastatique, c'est à distance, dans les os, les foies, les poumons, le cerveau. Ou bien, ça c'est très important, l'adénopathie subclaviculaire ou cervicale. Pourquoi? Cervicale, c'est là. Oui. Subclaviculaire, ça là. Sub, c'est en bas la clavicule. Okay? Subclaviculaire, ça est localement avancé. Ganglions ici, localement avancés, ils sont fixés. S'ils sont mobiles, ça c'est local. Maladie précoce. S'ils sont ici, sont mobiles ni fixés, ça c'est la maladie avancée. Si ça c'est cervical, ça c'est une métastase. Pourquoi? Le cancer du sein, ça drainait comment? Ouais. Le cancer du sein drainé dans les ganglions axillaires, inframammaire, mammaire internale, et puis sous-claviculaire. Et puis si ça arrive à cervical, même ça c'est en métastase. OK? S'il y a ganglion ici, ça c'est stade 3 et maladie avancée locale. Ici, c'est métastatique. OK? Il faut que nous soyons sûrs. Parfois, si je sens un ganglion au niveau cervical, et ça c'est une femme jeune, franchement, je ne veux pas dire, bon, je vais juste dire, ça c'est le stade 4 fini, on donne le chimio palliatif. Ça c'est une femme de 35 ans. Pour moi-même, personnellement, j'ai essayé avec une femme d'un petit ganglion, ça. Si ça c'est ganglion contralatéral, la masse à niveau de sein gauche, il y a le ganglion axillaire droite, ça c'est métastatique. OK? Sur le même côté ipsilatéral, ça c'est maladie précoce.
L'autre côté, contralatéral, ça c'est les maladies métastatiques. Tu vois, une tumeur dans les deux seins, ça c'est métastatique. Il y a des questions sur les classifications. Ça c'est très important. So, est-ce qu'il y a des questions pour le moment sur les classifications? Oui. Même si on a les adénomas contralatérales et on n'a pas de masse pour l'autre sein, c'est déjà métastatique. Oui, c'est la question CTC. Il y a le ganglion axillaire contralatéral, mais il n'y a pas de masse au niveau du sein contralatéral. Ça, c'est déjà métastatique, oui. OK? So, si le patient vient avec ganglion axillaire bilatéral, c'est métastatique déjà. OK? Ou bien cervical. OK? So, il y a deux façons pour diagnostiquer maladie métastatique. Avec la radiologie, le radiographie thorax, de foie, échographie du foie, ou bien cliniquement, à cause de le ganglion. OK? Et puis, si tu n'es pas sûr, on peut commencer avec le chimio et voir. Si ça diminué avec le chimio, ça c'est cancer. Si ça c'était par une infection, par exemple, et on va voir les ganglions réactifs. Ouais. Et effet du statut du ganglion sur la survie, on peut voir avec plus de 13 ganglions, la survie descend. So, ça c'est le temps, ça c'est la probabilité de mortalité. Et puis ça c'est pour les femmes moins que 49 ans, ça c'est pour les femmes plus que 50 ans. Mais on voit tous les deux, quand il y a plus de ganglions, il y a plus de mortalité. C'est très simple, c'est très obvious, mais il faut savoir ça. So, comment on va traiter le cancer du sein? Il y a 3 questions pour demander toujours. Est-ce que c'est métastatique? Est-ce que c'est opérable? Est-ce que c'est sensible aux hormones? Pourquoi on demande ces 3 questions? C'est pourquoi ça change les voies de traitement, les chemins de traitement. Pour les patients avec une maladie en stade précoce ou localement avancé, on fait une mastectomie et puis on recommande pour faire dissection des ganglions axillaires. Ça veut dire pour nettoyer et puis pour retirer les ganglions axillaires. OK? So ça, c'est la première chose. Toutes les femmes doivent faire une mastectomie. Je sais ça, c'est un problème. Parce qu'il y a un stigma contre les femmes après la mastectomie. À États-Unis, en France, il y a la possibilité pour faire une tumérectomie. Ça veut dire juste pour exérer le tumeur et puis faire radiothérapie après. Si ça, c'est une option selon la moyenne de le patient, parfait, on peut faire. Si le patient n'a pas de moyens pour faire radiothérapie, on ne peut pas garantir qu'il va faire la radiothérapie, il faut recommander la mastectomie. On comprend ça? OK, so, avant le chirurgien ici, je sais, ils ont fait biopsie, exérèse, tout ça, il faut faire mastectomie. OK? So, même on a fait une biopsie exérèse, on donne le chimio, bon, la femme est en forme après ça, il faut faire la mastectomie. On comprend ça, doc? OK. Parce que je sais, parfois, le patient ne veut pas faire la mastectomie. Bon, doc, je ne sens pas de rien. J'ai fait le chirurgien a coupé le tumeur. La chimiothérapie a diminué le tumeur. Il n'y a pas de rien. En tout cas, il faut faire la mastectomie pour améliorer la survie. La mastectomie, c'est 50% de l'amélioration de la mortalité. Que la chimio est 30% et les autres sont l'autre 20%. OK, so la mastectomie, c'est le plus important. Oui. C'est ça exactement. So, c'est pour diminuer les risques pour récidiver. Il faut faire la mastectomie.
Sur la chimiothérapie, OK. Nous sommes pareils parce que maintenant c'est plus compliqué. OK, on va parler de doxorubicine. Et ça provoque l'alopécie, la myélosuppression, dégâts au cœur, les cardiomyopathie. So, normalement, pour cancer du sein, on donne pour 60 mg par carré pour mètre carré par voie intraveineuse avec le cyclophosphamide chaque 3 semaines pour 4 cycles. OK? Pour le cyclophosphamide, ça cause le même, plus ou moins le même effet secondaire sauf la cardiomyopathie. Et puis on donne 600 mg par mètre KO. OK? Chaque 3 semaines pour 4 cycles. Ça veut dire chaque fois le patient vient, on donne assez. OK? So on va donner 60 mg et puis 600 mg de 60 mg d'oxorubicine, 600 mg cyclophosphamide. Il revient en 3 semaines en répété. Il revient en 3 semaines en répété. OK, so 4 fois. Et puis on songe que la dose maximum pour doxorubicine dans la vie, c'est combien? 450. Et puis si on donne 4 séances du 60, on arrive de 240. OK? So, il y a de l'espace, toujours. On peut tourner avec le doxorubicine après comme traitement métastatique, par exemple, si ça c'est nécessaire. Mais on calcule chaque fois, OK? 60, 120, 180, 240. Et puis dans la forme d'administration, le médecin va calculer ça chaque fois. OK? Le fluorouracil, on utilise ça à moindre fréquence maintenant, mais ça, dans les années avant, on utilisait CMF, ça veut dire cyclophosphamide méthotrexate fluorouracil. Ça, c'était le traitement pour chimio, pour cancer du sein dans les années 70-80. Maintenant, on utilise ACT parce qu'il y a moins de mortalité avec doxorubicine et avec paclitaxel. Donc ça, c'est les 2 médicaments qui sont le truc plus important. Mais le fluorouracil, ils ont plus de neuropathie. Et puis, on utilise 500 mg chaque 3 semaines. Le docetaxel et le paclitaxel, tous les deux sont dans la catégorie du taxane. Et puis, il faut de le régime à une de les deux là-dedans. OK? Pour réduire la mortalité, il faut qu'il y ait le docetaxel ou bien le paclitaxel. Chez nous, on utilise c'est pour le paclitaxel, on donne les 4 séances. Pour le docetaxel, on utilise pour le docetaxel, on fait 4 séances. Le docetaxel, ça coûte environ $100 américains. Le pacli coûte $50 américains. So, mais si nous, on va discuter ça après. So, le docetaxel cause la myélosuppression, la neuropathie. Et puis, comme on a parlé de ça, il y a 50% des patients ont une réaction allergique avec le docetaxel. OK? 50% des patients ont une réaction allergique. So, la dose, c'est 60 mg par mètre carré. Chaque 3 semaines pour 4 séances. Normalement, on donne docetaxel avec cyclophosphamide. So, ça, c'est TC, docetaxel cyclophosphamide. 4 séances. OK? ACT, c'est 8 séances en total parce qu'on donne 4 TAC et 4 paclitaxel. Et puis, c'est même le docetaxel, c'est plus cher, c'est seulement 4 séances. Et puis, ça, mieux pour le patient, c'est moins de labor, moins de voyager, moins de dommages sur le vin, tout ça. Ça dépend du médecin et on doit discuter ça comme choisir TC ou bien ACT pour le cancer du sein. Paclitaxel, l'action allergique c'est possible, mais c'est neuropathie, alopécie et la myélosuppression sont les plus communes. C'est 175 mg par mètre carré. Chaque 3 semaines pour 4 séances. OK. So maintenant,
en parallèle de le régime, doxorubicine, cyclophosphamide, AC, 4 séances chaque 3 semaines, suivi de paclitaxel et 4 séances. Ok, c'est pas le même temps. On donne le AC le même temps, suivi par le pacli. So, ça, c'est 8 en total. Le TC, c'est docetaxel, cyclophosphamide, 4 séances, et puis on a fini. OK? So, c'est plus facile, mais il y a le plus risque de réactions allergiques. Il y a le docetaxel, c'est plus cher. OK? Et puis, il y a la possibilité, si on trouve un cancer 11 cm par 9 cm, par exemple, pendant 4 séances, ça peut diminuer juste un petit peu. Et puis pour moi, je préfère pour donner pour le patient qui a plus avancé, le stade 3, le stade avancé localement avancé, je donne l'ACT à cause de, avec les 8 séances, ça provient plus petit chaque séance. OK? En même temps, on peut donner 6 de TC. Si on arrive de faire 4 séances, il y a malade ou on sent des ganglions toujours, on peut faire 2 séances plus. On peut faire 6 séances. OK? La CAF, c'est pas très utilisé maintenant. J'ai mis ici juste parce que c'est le moins cher. OK? Le cyclophosphamide, ça coûte $11. Le doxorubicine, pardon, $2 américains. Doxorubicine, c'est $11 américains. Le fluorouracil, c'est $1 américain. Et puis, CAF par séance, c'est $13 américains. Et puis, si on parle d'un patient qui manque des moyens, on peut utiliser le CAF. Mais c'est très important pour comprendre, c'est un régime moins efficace. Et puis, si on peut choisir, on toujours choisit ACT ou bien TC. OK? Ça coûte $100 plus ça, c'est $102 américains par séance. Ça coûte 11 plus 2, ça $13. Et puis le pacli, c'est $50 par séance. OK? Mais en global, il y a beaucoup qui utilisent le CAF ici, toujours à PowerPoint, à cause du manque de ressources. Et la différence de mortalité, c'est 3-4%. C'est pas beaucoup. Traitement hormonal, on utilise seulement pour les patients qui sont RI positifs, récepteur estrogène positif. 55% des pharmaciens sont estrogène positifs. OK? De la tumeur de la femme sont estrogène positifs. S'ils sont progestérone positifs aussi, on peut utiliser le tamoxifène, mais normalement, s'ils sont progestérone positifs, ils sont estrogène positifs aussi en même temps. Ça dit que dans le monde, 66% sont récepteurs estrogènes positifs. On a dit ça déjà en Haïti, c'est moins. En tout cas, tamoxifène, c'est 20 mg par jour. C'est un comprimé, ça coûte 8 centimes américains par jour. Et puis, on vend à PowerPoint pour 100 gouttes par un mois. 100 gouttes par un mois du tamoxifène. OK, c'est pas cher. Et puis, le problème, c'est que les patients qui sont R positifs doivent prendre le tamoxifène depuis 5 ans. Pendant 5 ans. Après, il finit avec les chimiothérapies. Pourquoi? Ça diminue le risque de récidivance de cancer du sein. Dans 50% des patients. C'est beaucoup, ouais? Ça diminue le risque beaucoup. So, on fait la mastectomie, on donne l'ACT, et puis après l'ACT, on donne tamoxifène pour 5 ans. Chaque jour pour 5 ans. OK? Les effets secondaires, c'est bouffée de chaleur comme ménopause, le changement de l'humeur, écoulement vaginal, maladie thromboembolique. OK? So, il y a un patient avec cancer, il y a un patient sous tamoxifène, on doit toujours penser dans thromboembolisme, embolie pulmonaire ou bien thrombose veineuse profonde. Une question. Ouais. Est-ce qu'on peut devenir malade?
comment on peut prévenir la maladie embolie pulmonaire? On traite le cancer, okay, on réduit le risque comme ça. Avec le tamoxifen, c'est réduire le risque parce qu'on traite le cancer. Mais en même temps, le tamoxifen peut causer l'embolie pulmonaire. On encourage le patient pour faire des exercices toujours, pour marcher. Le patient qui est toujours dans le lit a plus haut risque pour développer une embolie pulmonaire. Il n'y a pas besoin de l'aspirine ou encore... Non, parce que l'aspirine, c'est quoi? C'est une antiplaquetteuse. OK, c'est pas la plaquette qui cause... Oui, ça c'est important. C'est pas la plaquette qui cause l'embolie pulmonaire. C'est hypercoagulation. OK, so aspirine, c'est un médicament contre la plaquette. So on donne ça pour l'attaque du cœur, pour réduire le risque de récidivance de l'attaque du cœur à cause de thrombose du plaquette. Mais si on parle du cancer et embolie pulmonaire, ça c'est causé par l'hypercoagulation du sang. OK. So non, c'est pas... La deuxième question, c'est warfarine. Héparine. On va juste donner héparine chaque jour dans la communauté. Pas possible. Même pour la warfarine, c'est un médicament dangereux. C'est difficile pour gérer. On ne juste pas donner à cause de prophylaxie. C'est une bonne question. Mais franchement, il n'y a pas de bons moyens pour empêcher l'embolie pulmonaire, juste être actif. Le létrozole ou un anastrozole, ça c'est une autre catégorie. So, ça marche sur c'est un Selective Estrogen Receptor Modifier. So, ça marche sur le récepteur hormonal et puis ça prévenir la conversion préférale d'estrogène. OK, ça veut dire que l'aromatase, inhibiteur d'aromatase, c'est le létrozole ou anastrozole. Aromatase, c'est quoi? Ça, c'est les hormones qui convertent le testostérone et les autres stéroïdes jusqu'à estrogène. OK? So, on donne l'inhibiteur de aromatase, ça diminue le niveau du estrogène au niveau du corps. Et puis, ne fonctionne que chez la femme ménopausée. Parce que la femme préménopausale produit l'estrogène à les ovaires. Et puis, on peut arrêter la production périphérique d'estrogène, mais si les ovaires produisent toujours estrogène, ça va augmenter. Ça va supérieur ça. So, on doit utiliser le létrozole et l'anastrozole seulement dans la femme après la ménopause, ou bien la femme qui a eu une hystérectomie avec ovarectomie. So, il faut demander avec de les ovaires en même temps. Ce n'est pas seulement juste pour demander la hystérectomie, c'est ovarectomie. Okay? So, en général, j'utilise tamoxifen. En États-Unis, en France, on utilisait plus de létrozole et l'anastrozole parce que plus de les femmes avec cancer du sein sont après la ménopause. Mais ici, comme la moitié des patients sont avant de 50 ans, on va donner plus tamoxifen. Okay? Il y a la possibilité pour utiliser le létrozole et l'anastrozole. J'ai un cas, c'est pas vrai, j'ai quantité, ça coûte 30 centimes par comprimé. C'est 8 centimes par comprimé, c'est 30 centimes par comprimé. OK? So, il y a une différence de coût. Mais on va parler plus de la différence plus tard. So, pourquoi on utilise le tamoxifen pour 5 ans après? Ça, c'est le temps. Ça, c'est le temps sans les pourcentages sans cancer. Ça, c'est contrôle. Et puis ça, c'est avec tamoxifen. OK? Et puis on voit qu'il y a le risque diminué de récidivance avec le tamoxifen chez les femmes avec les tumeurs récepteurs estrogène positifs. S'ils sont négatifs, on ne peut pas utiliser le tamoxifen, ni le létrozole, anastrozole.
OK? C'est seulement pour les tumeurs qui sont sensibles sur l'estrogène. So, pour 5 ans, chaque jour pour 5 ans. Et la maladie stade précoce. OK. So, maintenant, on va discuter le traitement selon les étapes du cancer. OK, so on commence avec le stade précoce. Parce que la chimiothérapie, on fait maintenant, comment on peut donner chimiothérapie après 2 jours de formation? Nous ne sommes pas oncologues. On va faire selon un protocole. Et puis, selon le protocole, un docteur qui est déjà formé dans la généralité, dans le problème de chimio qui cause, avec respect de chimio, on peut traiter le cancer du sein. Tu vois? OK, so, selon le protocole, la maladie en stade précoce, c'est chirurgie en première. Toujours, si ça c'est possible, commence avec mastectomie. OK, ça c'est juste pour réduire la masse tumorale. Ça c'est pour réduire la chance pour métastase à distance. Suivi par une thérapie avec adjuvante générale, ça veut dire ACT ou bien TC. Et puis, traitement en vue de guérison. So, on toujours souhaite pour traiter avec guérison. So, toujours avec la maladie stade précoce. On fait mastectomie avec dissection des ganglions axillaires. Et s'ils sont, ça c'est local, précoce, s'ils sont tumeurs récepteurs estrogènes positifs, il n'y a pas de signes dans les ganglions. Je n'ai vu pas ni un cas de ça dans 5 ans. OK, mais selon le protocole, si ça c'est récepteur estrogène positif et les ganglions sont négatifs, on peut juste donner tamoxifen. OK, sans chimio. C'est mastectomie avec tamoxifen. Mais j'ai vu, un cas comme ça, j'ai l'affaire. Ça c'est le stade 1. OK, comme on a dit que 80% des patients à Haïti viennent en stade 3 ou 4. Sur le stade 1, récepteur hormonal positif, ou bien, franchement, si nous avons une femme de 80 ans, 90 ans, on peut juste faire la mastectomie et la thérapie hormonale. OK? Mais en général, on fait la mastectomie, on commence avec AC, 4 séances, en suivi avec 4 séances Pacli, ça c'est 8 séances en total, et puis chaque 3 semaines, ça c'est 24 semaines en total. Oui. Et puis ça c'est 6 mois. Tu vois, 24 semaines, c'est plus ou moins 6 mois. Suivi par tamoxifen, parce qu'ils sont pour les femmes qui ont récepteurs estrogènes positifs. Okay? Pour les femmes qui sont récepteurs estrogènes négatifs, c'est plus ou moins la même chose, sauf qu'on ne donne pas le tamoxifen. So, c'est AC, 4 séances, paclitaxel, 4 séances, et puis avec le mastectomie. OK. Pour les localement avancés, normalement, ça c'est stade 2 ou bien 3, selon la catégorie de les États-Unis. International, pardon. So, pour le cancer du sein localement avancé, le but c'est de traitement et un traitement général en première pour le patient devienne opérable. So, on change de 3 questions. Est-ce que ça c'est métastatique? Est-ce que ça c'est opérable? Est-ce que les hormones sont positifs? So, maintenant, nous avons un patient avec une tumeur de 11 par 9 cm. Ce n'est pas opérable. Comment on sait que ça c'est opérable? On pourrait faire pour le chirurgien en général, mais en général, ce n'est pas le pot pour fermer derrière le tumeur, ce n'est pas opérable. So, avec ma main, je pesais derrière le tumeur pour voir si je peux fermer le pot, plus ou moins. Parce qu'il faut couper là et puis fermer le pot. Ça c'est opérable. Mais si ça c'est adhérent à la paroi thoracique, ou bien avec les ganglions fixés, ou bien c'est une très grande masse, je donne le chimio avant de l'opération. OK? So, est-ce que ça c'est métastatique? Est-ce que ça c'est opérable? C'est oui, fais la mastectomie. OK? Et puis, pour les tumeurs qui sont récepteurs estrogènes positifs, OK?
on peut commencer localement avancé. Récepteur hormonal positif, on donne tamoxifène, juste tamoxifène pour 8 semaines. Ça, c'est 2 mois. So, on donne 60 comprimés de tamoxifène. Et puis, on dit pour le patient pour revenir en 2 mois. Et puis, on voit la quantité de diminution de la tumeur. Est-ce que c'est opérable maintenant ou pas? OK? Avec le tamoxifène, c'est possible qu'on peut opérer juste avec le tamoxifène néoadjuvant. So, est-ce que c'est opérable? C'est opérable. Et on fait la chirurgie. C'est pas opérable. On fait 4 séances de AC. Doxorubicin, cyclophosphamide. Et puis on fait une réévaluation. Est-ce que c'est opérable maintenant? OK? So, on a fait 2 mois de tamoxifène. Est-ce que c'est opérable? On a fait 4 séances d'AC. Est-ce que c'est opérable? Si oui, fais la mastectomie. Si pas, on fait toujours, ça doit dire 4 séances de Paclitaxel, pas 5. OK? Après les 4 séances de Paclitaxel, est-ce que c'est opérable encore? OK? Il y a des questions sur ça. On doit penser dans une femme avec une grosse tumeur. So, un récepteur estrogène positif, on commence l'estrogène, le tamoxifène, il revient 2 mois, ça diminue jusqu'à là. Maintenant, on fait 4 séances AC, ça diminue jusqu'à là. Toujours, ce n'est pas opérable, OK? On fait les 4 séances Paclitaxel, c'est comme ça, et puis maintenant, on peut opérer. OK? Mais toujours fait l'évaluation, est-ce que maintenant, on peut opérer? Est-ce qu'il y a des chirurgiens disponibles? Il y a des problèmes parfois. Les chirurgiens sont en grève. Les salles d'op est inondée à cause de l'inondation. Il n'y a pas de gants et blouses dans les salles d'op. So, il faut prendre ça dans notre décision. Si les salles d'op ce n'est pas disponible, c'est le temps pour faire mastectomie, c'est 2 mois. On juste continuer pour faire le Paclitaxel. Ouais? So, ça c'est tout. Est-ce que le patient a la moyenne pour payer le 10 000 pour la mastectomie ou pas? OK, c'est n'importe quoi, on va juste continuer la chimio et puis pour écrire les gens. So, est-ce que ça c'est clair? OK, so on fait étape par étape. C'est un protocole, mais ça c'est pour vous-même pour décider est-ce que c'est opérable ou pas. Avec le chirurgien, on peut toujours faire une consultation avec le chirurgien. OK, ça c'était pour les femmes récepteur estrogène positif. Pour les négatifs, récepteur estrogène négatif, ça c'est environ 45% de les femmes. OK? C'est pas possible pour commencer avec le tamoxifène. Ouais? So on juste commence directement avec le AC. 4 séances. Est-ce que c'est opérable maintenant ou pas? Si c'est opérable, on fait la mastectomie. Si ce n'est pas, on commence 4 séances de Paclitaxel. Est-ce que c'est opérable ou pas? Généralement, c'est après 8 séances, le patient n'est pas opérable, on doit faire le chimio palliatif. Parfois, je donne 2, peut-être 3 séances extra de Paclitaxel. So, je donne 4 séances Paclitaxel ou bien, et puis je fais la réévaluation, elle est toujours inopérable. Je dis, OK, je pense, après 2 séances plus, il sera opérable. OK, je vais donner 2 séances plus de Paclitaxel. OK, so ça c'est, pour ça, on va discuter ça par téléphone, bien sûr, mais selon le protocole, c'est juste pour donner 4 séances de Paclitaxel. Est-ce que c'est opérable ou pas? S'il n'est pas opérable, on change pour l'autre chimio pour faire chimio palliatif. OK, parce que si c'est opérable, elle n'est pas guérissable à cause du manque de mastectomie. C'est clair? Ça, c'est une autre raison pourquoi le récepteur estrogène négatif, c'est plus difficile pour traiter. Il n'y a pas d'option pour donner 2 mois de tamoxifène. Tu vois? OK, c'est maladie métastatique. Ça veut dire, stade 4, ça veut dire 30% de notre patient.
il vient avec une masse au niveau du poumon, au niveau du foie, ganglion cervical, ganglion contralatéral. OK? Ça, c'est métastatique. So, on juste commence avec le chimio palliatif. On peut parler de mastectomie de nettoyage. Ça dépend des chirurgiens, ça dépend des patients. Même plusieurs fois, on fait la mastectomie et ça ne ferme pas. Et puis le patient maintenant a une plaie qui est ouverte et puis il souffre. J'ai vu plusieurs patients avec bêtes là-dedans à cause d'une plaie qui est ouverte. So, on doit toujours penser sur ça. Parfois, s'il y a une ulcération très grande, une tumeur très grande, on peut faire une mastectomie de nettoyage. Ça, c'est une discussion entre les familles et les patients, mais ça ne change pas la mortalité. Du tout. OK? Si on va faire la mastectomie de nettoyage, c'est pour la qualité de vie seulement. OK? Il faut que le patient comprenne ça, parce que toujours le patient va venir demander, Doc, quand on va opérer? Doc, quand on va opérer? Il faut qu'il comprenne, ça ne change pas la mortalité. OK? Et puis, il peut avoir plus de complications. J'imagine maintenant, il y a beaucoup de mastectomies de nettoyage sans le chimio, mais généralement, ce n'est pas indiqué. OK, maladie métastatique, récepteur hormonal estrogène positif. Même pour l'avancement local, on va commencer juste avec tamoxifen. OK? On donne 2 mois de tamoxifen. Pourquoi? C'est 8 centimes par comprimé. C'est moins effets secondaires. Et puis, que la chimio. Et puis, jusqu'à la progression tumorale. Ça veut dire, on donne le tamoxifen 2 mois. Et le patient suit dans la clinique. Si ça a diminué toujours, on continue. 2 mois toujours. Parfois, on peut donner 6 mois, 8 mois, 12 mois de tamoxifen pour une femme dans le stade métastatique. OK? Ça beaucoup moins cher, beaucoup moins d'effets secondaires. Commence toujours avec le tamoxifen quand ça c'est possible. Et selon le protocole, on doit faire ovarectomie dans la femme préménopausée. Ça, c'est différent. Et pour moi, je discute ça avec le patient. Pourquoi? Parce que les ovaires produisent l'estrogène. OK? On utilise le tamoxifen jusqu'à 6 mois. Maintenant, le tamoxifen ne marche pas. On retire les ovaires. OK? Ça marche une autre 3, 4, 6 mois. Et puis, à la même temps, on commence l'inhibiteur d'aromatase, létrozole, anastrozole. OK? On peut commencer ça avec les femmes post-ménopause aussi. On peut commencer le létrozole avant le tamoxifen ou bien en reverse. Mais comme le tamoxifen c'est moins cher, je commence juste le tamoxifen. Mais s'il y a une progression sur le tamoxifen, on peut changer pour le létrozole ou anastrozole. Pour les femmes préménopausées, on peut faire ovarectomie. Ça, c'est un peu compliqué, je sais, culturellement, parce que les femmes jeunes de 35 ans, même ils vont mourir, ils ne veulent pas retirer les ovaires. À cause de ça, c'est un manque de fertilité. Ça, c'est une discussion entre les familles et les patients. Je ne fais pas ça beaucoup du temps, franchement, parce que on peut gérer la chimie avec le récepteur hormonal, tamoxifen avec le chimio. Progression sur tamoxifen, on change pour létrozole. Progression sur létrozole, on change pour chimio, injectable. OK? Mais c'est agent unique. Ça veut dire on ne donne pas assez. On juste donne doxorubicine seul, ou bien cyclophosphamide seul, ou bien paclitaxel seul. Pour les agents uniques, ça c'est les options. C'est les mêmes chimio. OK? Si on a donné, si le patient vient pour la première fois dans le stade métastatique, choisis n'importe. OK? Pour moi, j'ai toujours pensé dans le moyen. Je choisis le doxorubicine, $10, $11 par vial, cyclophosphamide, $2 par vial, fluorouracil, $1 par vial.
Parce que tout le 5 a le même effet. A le même effet sur les mortalités, a plus ou moins le même effet secondaire. Pour la femme dans l'âge avancé, je ne choisis pas le doxorubicine à cause de les cardiomyopathies. So, si j'ai une femme de 70 ans dans le stade métastatique, je vais choisir cyclophosphamide fluorouracil pour commencer. Okay? Si la femme a beaucoup de vomissements déjà, bon, je ne choisis pas le paclitaxel. Okay? So, mais n'importe agent unique a plus ou moins le même effet. C'est clair? OK. So, ça c'est le résumé en gros. Ça c'est la maladie confinée au sein, l'axillaire résécable avec chirurgie. So, ça veut dire maladie précoce ou bien localisée avancée. So, le tumeur, moins que 5 cm, ganglion non fixé, on juste fait mastectomie, et puis ACT, ou bien c'est même pas des ganglions, récepteur estrogène positif, c'est en minorité du cas, on peut juste donner tamoxifen. Pour les tumeurs plus que 5 cm, ganglion fixé, ganglion sucre avec l'air, on donne ACT, on décide chaque fois, ok, après, et puis bon, pardon, pour ce récepteur monopositif, on commence avec tamoxifen. Si ils sont négatifs, on commence avec ACT. Et puis chaque fois, on pose, on fait l'évaluation, est-ce que ça c'est opérable maintenant ou pas? OK? Les maladies métastatiques, estrogène positif, tamoxifen toujours. Letrozole après, et puis ovarectomie, ça dépend des patients, et puis chimio, agent unique après. Récepteur hormonal négatif, on commence juste avec agent unique. Ce n'est pas possible d'utiliser le tamoxifen, on commence avec agent unique de chimiothérapie. Toujours la question, c'est donc, est-ce qu'on peut utiliser tamoxifen avec chimio en même temps? Et la réponse est toujours non. Ne change pas la mortalité, et ne change pas la vélocité d'amélioration. OK? Parfois, on pense, bon, j'ai un patient avec un épanchement pleural, stade avancé métastatique, épanchement pleural, je veux qu'il améliore plus vite, je vais donner tamoxifen avec cyclophosphamide. Mais ça ne marche pas. OK? Encore, on parle de est-ce qu'on doit donner tamoxifen ou bien ou bien agent unique. Parfois, selon les données, il y a la possibilité que la chimio injectable marche un petit peu plus vite que le tamoxifen dans le stade métastatique. Mais après 2 mois, ils sont les mêmes. So, si j'ai un cas d'une femme qui souffre en pile à cause d'épanchement pleural, à cause d'un acide, je commence avec un chimio injectable, juste pour avoir moins de souffrance pendant les premiers 2 mois. OK? Mais après 2 mois, ne change pas de rien. OK? Tamoxifen, agent unique injectable, ils sont les mêmes. So, en général, pour les maladies métastatiques, je commence avec le tamoxifen. So, je réserve l'injectable pour les femmes qui sont négatifs ou bien qui souffrent en pile à cause des symptômes du cancer. OK? So, est-ce que ça c'est clair? So, on n'utilise pas le tamoxifen en même temps que le chimio. So, bon, ça c'est juste pour résumer encore. Stade précoce, chirurgie toujours, mastectomie toujours. Et puis dissection axillaire et chimio après. Localement avancé, si c'est possible pour opérer, faire l'opération. C'est pas tamoxifen ou bien chimio. Métastatique, c'est traitement pour allonger la durée de la vie et améliorer la qualité de vie. Ils peuvent vivre la moitié de mon programme, ils vivent 1 an en plus. Mais aux États-Unis, ils peuvent vivre la moitié vivent entre 2 et 3 mois, 3 années plus. Okay? J'ai beaucoup de patients qui vivent 3 ans, 4 ans avec métastatique.
sur le chimio, sur l'agent tonique, sur tamoxifen, juste en progresse. OK? Et puis, plus ou moins, on arrive, c'est une maladie chronique. Ouais? C'est fatal toujours, je comprends, mais quand la femme vit 4 ans avec cancer dans le stade 4, ça donne pour la mère 4 ans plus avec les enfants. Ça, c'est vraiment important. 4 ans plus, il peut travailler, franchement, parce que sur le chimio, ils reviennent pour travail. Le statut fonctionnel, ça revient. Il y a question sur ça. Bon, pour le futur, on parle du trastuzumab. Ça, c'est Herceptine. Ça, c'est pour les patients HER2 positifs. À États-Unis, c'est 20 jusqu'à 30%. Ici, à Haïti, c'est 36%. On parle de ça déjà. Ça n'entre pas dans notre protocole. Même ils sont HER2 positifs, on donne l'ACT. OK? S'ils sont triple négatifs, on donne l'ACT. OK? So, si on choisit entre le TC et l'ACT, c'est le stade, s'ils ont, les mesures de la tumeur, si les ganglions sont fixés, ça ACT. S'ils sont triple négatifs, ACT. S'ils sont HER2 positifs, ACT. OK? So pour moi, je réserve le TC juste pour le cas le plus simple avec les moins avancés. Ou bien les femmes plus âgées. Et puis bon, la radiothérapie, il faut toujours recommander la radiothérapie pour chaque femme dans le stade 3 et 4 comme amélioration de radiothérapie palliative ou pour l'amélioration, pour réduire la récidivance du cancer. OK? Mais on attend toujours pour avoir le radiothérapie ici. Cancer du sein pendant la grossesse, c'est toujours difficile parce qu'on doit choisir. Bon, si ça c'est récepteur hormonal positif, je commence le tamoxifen. Et si ça c'est possible pour faire l'interruption de la grossesse, on doit discuter ça avec la mère. Est-ce que la mère préfère de faire une abortion et puis commencer le traitement ou pas? Je sais qu'ici en Haïti c'est illégal, mais n'importe où on peut aller à la pharmacie pour acheter les misoprostol. Okay? So, si on parle franchement de la chose pratique, il faut discuter avec le patient. Est-ce que je dois choisir abortion ou bien commencer le traitement, ou bien il préfère continuer avec la grossesse? S'ils sont dans le 2e et 3e trimestre, on peut penser dans le chimio. Mais il y a plusieurs risques. So, j'ai toujours commencé le tamoxifen et puis on doit discuter ça. Parfois, je fais la mastectomie pendant la grossesse. Je commence le tamoxifen, on fait la mastectomie et puis on commence le chimio après l'accouchement. Cancer du sein masculin, c'est pas commun, ne pas discuter ça. OK. Est-ce qu'il y a question sur ça?